Bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients avec le CDG Solo System. Nous allons poursuivre les batailles de la guerre civile de Jules César et nous allons voir cette bataille décisive de Pharsale qui a vu la défaite de Pompée qui a définitivement quitté la scène de l'histoire puisque peu après, s'étant réfugié en Égypte, il sera assassiné sur les ordres du pharaon Ptolémée, d'ailleurs au grand dam de César. Je vais lire la notice, l'article donné sur Wikipédia au sujet de cette bataille, pour la bonne raison qu'elle est plus complète que celle du livret de GMT, et comme c'est une bataille décisive, ça vaut la peine. Et pour bien comprendre la situation, nous allons regarder ensemble le scénario du jeu lui-même. Donc, comme nous l'avions vu précédemment, Jules César est parti vers l'est et a débarqué en Grèce, en Épire, en 48 avant Jésus-Christ, pour poursuivre le combat en Macédoine à la tête de 7 légions. Macédoine étant la région au nord de la Grèce, voilà, d'où venait Alexandre le Grand. Devant la supériorité numérique de Pompée, il demande à Marc-Antoine de le rejoindre via Brindisium avec ses 3 légions d'Italie. On a vu le raid de Brindisium qui a échoué et qui a permis à Marc-Antoine de bien arriver à bon port malgré les manœuvres de Ptolémée. Donc ils font leur jonction à Lissos et de son côté Pompée est rejoint par Afranius, que nous avons vu à la bataille d'Ilerda notamment, et Petreius soutenu par Scipion venu de Thessalie, par Caton et par le Sénat romain. Pompée lève une armée de plus de 80 000 hommes, les entraîne lui-même au combat. Cependant, il est rapidement assiégé par César près de Dyrrhachium. Voilà, et on a vu dans la vidéo précédente cette bataille d'Dyrrhachium où Pompée attaque et défait César, donc rompt le siège, et César doit se replier pour se ravitailler en blé à Apollonie et à Auricou. Quant à Pompée, il traîne un peu, ne se décide à poursuivre César que lorsque Scipion fait la jonction avec ses forces, accompagné de 2 légions venues de Syrie. Pompée estime alors qu'il peut livrer bataille lors d'un affrontement final et décisif. Il établit son camp près de Pharsale, sur les rives de la rivière Énipée, affluent du fleuve Pénée, au flanc d'une colline, à 5 km au nord-ouest du camp de César. De là, il observe le champ de bataille, remarque que la rivière est un appui non négligeable sur son flanc droit. On ne voit pas la rivière ici, mais c'est logique parce que elle joue un rôle de mur pour les deux armées. D'accord ? Et donc, il prévoit de concentrer sur son flanc gauche toute sa cavalerie, qu'on voit ici, cavalerie moyenne, une bonne cavalerie, composée essentiellement de 7000 chevaliers italiques, des unités lance-projectiles, ses frondeurs thraces et ses archers crétois, le tout sous le commandement d'un ancien lieutenant de César rangé sous la bannière du Sénat, Titus Labienus. Vous remarquerez d'ailleurs que sur le scénario, tous les noms des généraux commandants évoqués n'apparaissent pas. Donc Pompée dispose de 45 000 hommes, soit 110 cohortes réparties sur 11 légions. Donc les légions sont essentiellement représentées par ces unités moyennes, sans doute aussi par les auxiliés, puisqu'il a des légions pas toujours très très fortes. Donc viennent s'ajouter 2000 bénéficiarii, vétérans de ces légions engagées à ses côtés, donc des vétérans, on peut imaginer ceci. Voilà. De plus, l'impérateur commande de nombreux soldats venus de Cilicie, d'Asie, mais aussi de Syrie, où il a encore un soutien de la part des riches chevaliers qu'il avait établis là-bas à l'issue de sa conquête de l'Orient. Cependant, ces combattants ne sont pas aussi aguerris que les légionnaires de César qui ont combattu pendant 8 ans en Gaule. Sur le flanc droit, il place Afranius, qu'on ne voit pas sur la carte, ils ont mis Lentulus, donc Afranius, qui commande une légion et plusieurs cohortes hispaniques. Le centre est confié à Scipion, le beau-père de Pompée, avec ses 2 légions qu'il avait levées en Syrie. Pompée lui-même prend la responsabilité du flanc gauche avec la légion germaine et la légion 15 qui était à César lors de la guerre des Gaules, mais qui avait choisi la légalité du Sénat.
Entre les ailes et le centre sont placées les légions restantes, mais la plupart, commandées par Lucius Domitius Ahernobarbus, sont inexpérimentées. Hein. J'ai parlé de certaines de ces unités d'auxiliés qui représentent sans doute des légions ayant une moins grande capacité de combat. Quant aux forces recrutées en Orient, elles sont composées d'unités recrutées sur le tas et laissées en arrière-garde. Pompée, sachant que la cavalerie de César est plus faible que la sienne, pense le prendre à revers par son aile droite, par conséquent sa manœuvre est effectuée depuis son flanc gauche, avec ses excellents chevaliers italiques. En procédant ainsi, il pense pouvoir atteindre les unités lance-projectiles de César, attaquer par l'arrière ses légions et les mettre en déroute. César, quant à lui, est sur le point de lever son camp pour se ravitailler lorsqu'il apprend que Pompée se met en ordre de bataille. La rivière Énipée borde son flanc gauche. Sur son aile gauche, il place Marc-Antoine avec ses 8e et 9e légions. On peut penser à ses forces ici à gauche, avec Antoine. Le centre est confié à Domitius Calvinus, voilà, qui n'a rien à voir avec le réformateur du XVIe siècle, bien sûr, et le flanc droit à Publius Cornelius Sulla, neveu du dictateur Sylla, qui est accompagné par César, donc on va dire César ici représente Jules et le Publius Sulla. César lui-même commande la 10e légion, sa favorite, et la cavalerie de César au nombre de 1000, on voit ici, elle est assez faible, une cavalerie légère, une cavalerie moyenne, et en face on a 4 cavaleries moyennes, eh bien les placer sur le flanc droit du dispositif, composé de solides cavaliers gaulois et germains. César a en tout 22 000 hommes, dont 80 cohortes, 7 cohortes sont laissées en arrière à la garde du camp, et César dispose théoriquement de 11 légions, mais à effectif incomplet. En fait, les 22 000 hommes répartis en cohortes suivant le système de commandement romain équivalent à 8 légions complètes. Depuis sa position, César observe la formation de Pompée, remarque que sa cavalerie est concentrée en masse sur son flanc gauche, donc le flanc droit de César, et il comprend sa manœuvre, prélève 11 cohortes à partir de la 3e ligne, soit une cohorte par légion, César ayant 11 légions sous effectif, pour former une 4e ligne, soit un total de 3000 hommes. Cette dernière prend place derrière la cavalerie de César, qui se met en formation, afin de pouvoir lui venir en aide face à celle de Pompée. Ce dernier ne voit pas le mouvement de César et ne change pas par conséquent son plan. On peut imaginer, donc on a la 10e légion, et ici on peut imaginer ces unités prélevées, remplacées par représentées par des warriors. Voilà, sans doute parce qu'ils ont une certaine fougue. Alors, dans la matinée, les deux armées romaines se font face, sont prêtes à combattre. César écarte ses lignes, les étend, dans le but de faire face à Pompée, qui a une armée plus importante, et ainsi éviter de se faire encercler. Alors, il n'y a pas beaucoup de deuxième ligne dans le scénario ici, voilà, par rapport à Pompée, qui en a quand même quelques-unes en réserve. Voilà. Les légionnaires de César s'arrêtent devant ceux de Pompée, qui ne bougent pas de leur position. Ils lancent leurs pilas avant de s'engager sur tout le centre. Pompée, quant à lui, donne le signal de charge, sa cavalerie engage celle de César, qui se replie, mais la cavalerie pompéienne est alors surprise par la 4e ligne d'infanterie dissimulée derrière la cavalerie césarienne. Cette infanterie attaque avec ses pilas les cavaliers italiques, et c'est ici que se situe un épisode célèbre. Avant le choc avec la cavalerie pompéienne, César ordonne à ses soldats d'utiliser leurs lances pour frapper leurs adversaires au visage, car ces beaux jeunes aristocrates inexpérimentés craignaient, selon lui, d'être défigurés. Quoi qu'il en ait été, les cavaliers pompéiens sont déstabilisés et fuient le champ de bataille. Tandis qu'au centre, les légionnaires tiennent la ligne dans les deux camps. Sur le flanc droit de César, la 4e ligne, après avoir mis en déroute la cavalerie de Pompée, massacre les frondeurs et archers placés sur le flanc gauche de Pompée, puis prend à revers la légion de Pompée en attaquant son flanc gauche désormais à découvert. Armés de leurs pilas, les légionnaires de la 4e ligne les lancent sur les légionnaires de Pompée avant d'engager le combat. La première légion ne peut contenir l'assaut sur son flanc, car elle est aussi attaquée par la 10e légion de César qui lui fait face. Elle rompt le combat ainsi que la 15e légion qui se trouve sur son flanc droit. En voyant que la ligne de Pompée commence à fléchir, César ordonne à sa 3e ligne d'engager le combat, et c'est ainsi que progressivement toute l'armée de Pompée se débande, massacrée par les légionnaires de César. De leur côté, les soldats pompéiens recrutés en Orient et placés en arrière ne se sont pas battus, et se contentent de regarder les Romains s'affronter entre eux. Devant l'avancée de César, il refuse d'engager le combat contre les vétérans aguerris et s'enfuit
aussitôt. Pompée, quant à lui, n'espérant plus aucune victoire, regagne son camp à cheval, ordonne à ses cohortes de garde de défendre le camp coûte que coûte. L'armée de Pompée est complètement anéantie et la majorité des légionnaires pompéiens ont rompu le combat. De son côté, César ordonne à ses hommes d'épargner les légionnaires pompéiens blessés ou en fuite et de se concentrer sur la prise du camp de Pompée, qui s'enfuit de son prétorium vers Larissa. Aux environs de midi, les armées de César investissent le camp en massacrant les gardes qui le défendent. Les gardes chiourmes, les goujats, c'est-à-dire valets d'armée en vieux français, et autres serviteurs sont pris comme esclaves. Voilà. Alors les chiffres de pertes varient selon les historiens. Bien sûr, César se donne la bonne part avec une disproportion sans doute exagérée des pertes pompéiennes par rapport aux siennes ou des siennes par rapport à Pompée. Alors, que nous dit ce scénario au niveau des conditions de bataille du War Council? Pompée n'a que 4 cartes de commandement et bouge le premier. César a 6 cartes de commandement, donc un bon avantage tactique et opérationnel, et la bataille se fait à cette manière. Donc les légions juliennes sont en vigueur des deux côtés, c'est-à-dire qu'elles peuvent bouger de 2 cases mais ne pas se battre, et en plus si elles bougent d'une case ou qu'elles ne bougent pas, elles peuvent aussi lancer des pilas à une case sous forme d'un dé. C'est moins efficace que des unités spécifiquement formées à tirer des missiles. Petite remarque d'ailleurs historique ou technique, le but des pylômes n'est pas tellement de toucher les gens, mais de clouer ou d'alourdir les boucliers. C'est-à-dire un pylôme vient se ficher dans le bouclier, déséquilibre celui-ci, et donc rend beaucoup moins souple et beaucoup moins habile le défenseur. Donc le pylôme peut avoir un effet d'ailleurs de faire perdre des blocs dans ce jeu, mais ça exprime le manque de désorganisation des unités quand elles sont, on va dire, couvertes voilà, comme un coussin d'épingle de ces pylômes qui se fichent facilement dans les boucliers et qui les alourdissent. Voilà. Si vous allez sur Internet, vous trouverez facilement des petites démonstrations de reconstitution de ce phénomène. Jules César est en vigueur ici, bien sûr. Donc, quelle que soit l'unité qui l'accompagne, elle se bat avec un dé de plus en corps à corps. Et quand César est avec une unité à pied, elle peut bouger de 2 cases et se battre en corps à corps. Elle peut toujours se battre en corps à corps. Donc, même si autrement, elle n'en aurait pas le droit. César n'a pas d'effet, c'est bien de souligner, sur les tirs. Donc, il n'y a pas d'ajout de dés pour le tir ou quoi que ce soit. Tout le terrain de colline est impassable, ce qui crée, on va dire, une ligne arrière chez les Pompéiens plus proche ici, et donc ça va être à la défaveur de Labienus et de ses hommes en particulier, puisque s'ils doivent reculer, c'est comme s'ils tapaient un bord de carte. Voilà. Le marécage, on s'en occupera s'il faut s'en occuper. En gros, c'est pas l'endroit le plus intéressant où se promener. On risque de perdre des plumes. Voilà. Nous allons commencer la partie. Donc le premier à jouer, c'est le Pompéien. Il va donc tirer les cartes. Alors vous avez vu qu'il en a que dans le jeu, l'énoncé du jeu, il a 4 cartes et le Césarien en a 5. Avec le système CGG, on tire toujours au minimum 5 cartes. Donc Pompée aura 5 cartes. Mais pour marquer la différence, eh bien, César, lui, aura dans le slot A et le slot D une carte de plus. Donc effectivement, il aura 7 cartes en main. Voilà. C'est ça qui marque la différence de tactique entre les deux camps. Ok, on tire les cartes pour Monsieur Pompée. Ok, et pour César. Voilà. Line command, etc. Ok. Vous avez peut-être remarqué que le scénario ici indique, je l'ai pris tel qu'il est livré, indique ici les Romains et en face les Pompéiens. Dans le jeu lui-même de GMT, on dit bien qu'on a les Césariens ici face aux Pompéiens, puisqu'il y a des Romains dans les deux côtés. Mais bon, voilà, il y a des gens qui se sont amusés à préparer avec amour cette mise en place du scénario, qui n'ont pas eu beaucoup une grande présence d'esprit. Alors, pour voir quelle carte on peut jouer, on va jeter le dé de destin, Fate Roll, on l'appellera comme ça par la suite.
Alors E, c'est l'utilisation d'une carte tactique ou une carte non tactique qui ordonne le plus d'unités possibles. Donc jusqu'à 4, hein, rappelons-nous, il n'en a que 4. Donc on va jouer Order Medium Troops ici. Et on va faire ce que Labienus a fait dans la réalité. On va activer ces 4 unités avec lui qui vont donc charger ou bouger. Euh, et je crois que je vais faire quelque chose d'un peu fut-fut. Je ne sais pas si c'est toujours la meilleure des idées, mais on va avancer sans forcément entrer au contact. Je vous explique pourquoi. Parce que en fait, les unités moyenne avance de 3 cases et les seules unités, à part la 10e Légion ici, qu'on ne veut pas embêter, c'est que ces deux unités atteignables par la cavalerie peuvent faire an evasion. Donc il y aura une grande perte dans les capacités de se battre. Mieux vous se rapprocher pour pouvoir faire une charge qui ne pourra pas être évitée. Voilà mon petit raisonnement. On verra si Labienus aura le temps l'opportunité de faire cette attaque ou si malheureusement le Césarien va manœuvrer d'une manière à rendre vraiment difficile l'attaque de la cavalerie ici. Donc on avance d'une case ici, ici, et Labienus vient s'intercaler ici. Donc aucun autre effet, ces unités ne sont pas capables de tir, donc elles s'arrêtent là. On tire une carte et on donne le tour au Césarien. Fate roll C, donc soit l'unité centrale, la carte centrale, soit on peut engager dans les autres slots, parmi les cartes visibles, une carte qui engage le moins d'unités possible. Donc je ne vois que celle-ci à 2 units center, 2 units right. Ouais, donc 2 units center, ouais, et 2 units right. Ouais. Bon, ben, ouais. Mhm. Alors César va engager, ouais, 2 units right, ça peut être pas mal. Donc à droite, on a César ici et ses hommes. Et puis, voilà, les frondeurs. Alors, la Légion et César vont faire une petite avance ici. Et les frondeurs ne vont pas bouger. Alors, la Légion va quand même lancer un pylôme sur cette unité de cavalerie, sans effet. Ici, les frondeurs vont jeter ici 2 dés contre la moyenne. Une perte de cohésion. César recharge sa main et passe la main à Pompée. Fate roll E. Alors j'ai le droit, quand j'ai ce résultat E, si je n'ai qu'une carte de visite, de en activer une. Alors je vais prendre celle-là juste pour m'amuser. Voilà. Alors j'ai le droit entre Iron Spartacus ou 3 Unit Center. Allez, on va mettre 3 unités au centre. On va activer celle-ci, celle-ci. Euh... Ah, on n'est plus au centre là. Ne pas se tromper. Non, non, c'est bien. Et celle-ci, voilà. Et donc, les légionnaires avancent. Et là, on va tirer 2 dés puisque les archers n'ont pas bougé contre Calvinus. Oh là là. Ah non, il a des unités moyennes, donc aucun effet. Voilà, petit tour de manœuvre sans conséquence. César, Fate roll. C, unité centrale. Quoi, carte centrale, faut que j'aille dire unité. Ou 3 unités au centre, line command, bah, ce serait 3 unités au centre. Ouais. Ou 2 unités au centre. Bah, 3 unités au centre, faut quand même pas. Faut profiter. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je crois qu'on va prendre ces trois-là. Voilà. Et on va les bouger ainsi. Voilà. Donc là, on peut jeter les pilas. Donc on va jeter un ici. Aucun effet. Contre les autres moyens, un pylôme. Rien. Et ici, un pylôme aussi.
pour le plaisir de l'art. Ah, une perte de cohésion quand même. On pioche une carte et on passe le tour au Pompéien. Fate Roll. C. Two Unit Center ou I am Spartacus. Ouais, Spartacus, c'est un truc un peu désespéré. Ah non, j'ai pas le droit parce que c'est une carte tactique, donc j'ai le droit que jouer celle-ci. Ok, 2 unités au centre. Et ben, on va venir ici. Voilà. Et puis ici, celle-ci va bouger. Alors, les auxiliaires ici vont lancer un pylôme contre la Légion. Ok. Et les archers contre les mêmes 2 dés. Un ordre de recul qui ne peut pas être refusé. Donc on va reculer ici. Ah, il y a une brèche qui est en train de se faire au centre romain. À César. Fate Roll. C. De nouveau, 2 unités au centre. Oui. Qu'est-ce qu'on aime ça? Ouais. Ou alors, un line command. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Ouais. Line command, quand même. Mais c'est pas une carte tactique. Faut que juste j'aille vérifier. Mais je crois que de toute façon, j'ai pas le droit normalement d'activer cette carte-là. Oui, en effet, Line Command est une carte tactique qui n'entre pas dans la catégorie de Lowest Valued Face-Up Order Count Card. Voilà. Donc, de toute façon, ce sera 2 unités au centre pour le césarien. 2 unités au centre pour le césarien. Ouais. On va y aller comme ça. On va les avancer. Comme ça, on a une belle ligne sur un line command, ça va être pas mal. Tour Pompéien. Fate Roll. DE. Order Heavy Troops, ok. Ou Double Time. Double Time, c'est pas mal. Pour un groupe de 4 unités à pied qui peut se battre, ouais, ça peut être bien. Ouais, ouais. Ouais, ça peut être bien sans l'être. Hein. Order Heavy Troops. Non, mais on va y aller. Double Time quand même. Alors. Voilà, on a 4. On peut bouger 2. Hein. Et la Bielous et ses hommes qui viennent ici en appui. Voilà, ça c'est sympa. Et donc ils vont attaquer en commençant par ici les moyens contre les lourds ici. Donc 4 dés avec effet de chef. Alors il y a un résultat rouge, un casque, donc 2 pertes. Mais une riposte à 5 qui peut être terrible. Alors, un rouge non. Par contre, il y a un casque, donc déjà une perte. Et 3 ordres de recul. Alors le premier ordre de recul, donc premier drapeau pétrignon, et 2 suivants pas. Parce que cette unité n'a que des unités en appui pour refuser un drapeau. Donc elle devrait reculer 2 cases, elle ne peut pas. Donc elle perd 2 cases. Aïe aïe aïe. 2 cases, 2 blocs, pardon. Faut pas que tout que je mélange les concepts. Hein. Et puis ici, attendez, non, ici je crois que je vais oser quelque chose. On attaque les mêmes avec 4 dés sans effet de chef, mais ça peut être fatal. Ah oui, 3 épées, un côté rouge, donc première perte césarienne. Voilà. Mais on va pas prendre la place, c'est un peu risqué. Ici, donc on va attaquer Calvinus avec 4 dés effet de chef. Alors, une épée et 2 bleus, ça fait quand même une perte de... Calvinus teste sa survie. Il survit. Donc il peut refuser le recul et il riposte à 4 dés avec effet de chef. Alors ça fait un des bleus et un ordre de recul qui peut être refusé, mais et qu'il est refusé. Voilà. Bon, on s'est amusé. C'était une attaque intéressante. Au césarien. Fate Roll. A, B ou C. Ah, bon, on parlait de line command là. Ouais, mais la line, elle a une sale gueule maintenant.
2 units left, ça peut être pas mal. 2 units right, ok, au haut de medium troops. Ouais, 2 units right, c'est pas passionnant. Line command, ça peut faire sens, mais... Et de quel... Ouais, on va faire line command un peu atypique. C'est un peu n'importe quoi, mais on va prendre cette ligne ici. Voilà. Alors, cette infanterie lourde bouge ici. Celle-ci bouge là. Et celle-ci bouge là. Okay. Et les attaques seront auxiliées avec effet de chef contre cette unité moyenne. Boum, une perte. Riposte à 4D. Aïe, ah non, c'est bon, juste une perte. Ouais, parce que les casques ne comptent pas, il n'y a pas d'effet de chef. Le bleu non plus. On va essayer quelque chose. Ici, on attaque les mêmes à 5D avec effet de chef. Voilà, ce qui suffit à les éliminer. Et donc, Marc-Antoine prend la place et poursuit l'attaque contre ceux-ci, 5D avec effet de chef. Ouh là là, pulvérisé, pulvérisé. Incroyable. Il prend pas la place. Par contre, ses voisins, qui sont toujours sous ses ordres, attaquent à 5D cette unité moyenne, avec effet de chef. Donc 2 épées, un casque, élimine le Pompéien. Alors ça, on peut dire que c'est un tour fructueux, face à des Pompéiens qui s'étaient un peu cassés les dents sur les troupes romaines. Là, il y a vraiment un retour de bâton assez spectaculaire. Le Césarien recharge et donne le tour aux Pompéiens. Fate roll. C. 3 unités au centre. Ou on peut utiliser des lourdes. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Oh, mais elles sont pas très loin. 2 unités au centre. Ouais. Non, les lourds, c'est peut-être un tout petit peu mieux. Ouais, c'est bien. Ouais. 1, 2, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on va les amener ici. On va se mettre ici. Et ici. Voilà. Alors, ceci, tout à droite de Pompée, jette un pylôme sur Antoine. Ordre de recul refusé. Ici, un pylôme sur ces autres légionnaires. Aucun effet. Et ce sera tout. À César. Fate roll. Donc on peut utiliser une carte tactique, il n'y en a pas. Ou alors ceux qui en utilisent moins. Donc c'est 2 units right, je crois que c'est ça. Pour César, parce que les moyens, il en a plus. Donc 2 unités à droite. Voilà. Ah, on va se gêner. Hein. Alors on va ordonner la 10e Légion de César. Elle vaut la peine quand même. Voilà. Et puis... ah oui, on va venir ici. Alors on va profiter de César et de sa souplesse. Il va bouger de 2 cases. Il peut toujours se battre après 2 cases. Et ici, on a de la cavalerie moyenne. Donc, celle-ci attaque à 3D avec effet de leader, la cavalerie moyenne en face. Oh, perte. Double perte. Alors, ce que la cavalerie moyenne peut faire, c'est avancer et encore avancer d'une case, comme cela. Et prendre à revers cette cavalerie moyenne. On verra bien à 3D. Aucun effet. Et riposte à 3D, par contre, ça peut être méchant. Oh là là, avec effet de chef. C'est la fin de la cavalerie de César. La seule qui lui resta, n'est-ce pas? Et là, on va attaquer la moyenne avec 5D, effet de chef. Elle ne peut pas évader. Donc ça peut être terrible. En effet, casque, épée, symbole bleu, clac. Ce qui amène César dans sa fougue. Il n'a pas tort d'utiliser à attaquer. Si on va attaquer la Légion ici, à 5D avec effet de chef, ça peut être tout à coup décisif. Alors oui, en tout cas 3 pertes. Hein. Et une riposte à 5D et effet de chef.
Alors, ça fait 2 pertes. Test de la survie de César. Ok, et il y avait donc 3 ordres de recul. Un qui pouvait être refusé puisque César est là, mais les 2 autres pas. Bah, finalement, ça le fait retourner dans ses rangs. Je suis pas sûr que ce soit son désavantage. Finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, quand même, la moitié de la cavalerie de Labienus qui est partie dans les choux. Bon, on va dire la moitié de cavalerie de César, mais bon. Euh, le trade, hein, le trade-off est en faveur du Césarien. Au Pompéien. Fate roll. Carte tactique. Voilà. Ou la carte qui utilise le moyen, comme toujours. I'm Spartacus peut être très rigolo. Allez, on va le faire. C'est sans que 4D, mais on peut s'amuser. Voilà. Alors, une lourde, une légère, une comme on veut. Et donc, on veut se battre avec un dé de plus. Qu'est-ce qui est intéressant? Bon. Allez, Lentulus, ça c'est pas mal. J'essaie de viser là où il y a des fragilités. Ouais. Hop. Et hop. Voilà. Hey, tu m'obéis, toi? Voilà. Donc, mouvement. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors ici, Lentulus attaque Calvinus avec 5T puisque c'est le phénomène I am Spartacus. Ouais, alors on a éliminé cette unité d'infanterie. Est-ce que Calvinus supporte le traitement? Oui. Voilà. Et donc il se retire de 3D où il veut. Ah, je vais le placer plutôt ici. Voilà. Et donc Lentulus peut prendre la place. Est-ce qu'il le fait? Ça peut être super dangereux. Non, mais on va attaquer ici. Et voilà, on va prendre un verre. Les gens d'Antoine. Non, peut-être celle-ci plutôt. Donc 5D avec effet de chef. Alors, 2 chefs et pulvérisé d'un coup. 4 coups, hein. 2 casques, une épée, un symbole rouge. Voilà qui est fort désagréable. Eh bien dis donc, c'est un vrai I am Spartacus, ça, hein, comme on les aime. Hein. Labienus, avec sa cavalerie moyenne, attaque à 4D, effet de chef, César et sa légion affaiblie. Et 2 pertes. Donc la légion de César part à volo. Est-ce que César survit au traitement? Oui, il va rejoindre ses warriors. Et Labienus va poursuivre son attaque. Ah, il va carrément presser. Complètement cinglé Labienus. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais bon. Voilà, c'est comme ça quand on est un petit peu pris. Et là, on attaque donc à 4D avec effet de chef. Et il y a 3 pertes pour les warriors. César teste sa survie. Voilà, mais il y a une riposte à 4 parce qu'ils étaient en pleine forme au début de l'escarmouche. Et donc il y a une perte pour Lentulus. Donc il teste sa survie aussi. Ok, et il y avait un ordre de recul que Labienus pourrait, Labienus pourrait refuser, mais c'est très pratique de pouvoir regagner ses pénates. Il nous reste encore ces petits archers qui vont décocher 2 flèches contre cette cavalerie légère césarienne. Et il n'y a pas de perte, mais un ordre de recul de 4 qui ne peut pas être refusé. Donc 1, 2, 3, 4. Un vrai affaiblissement. On peut vraiment voir une espèce de sursaut de la bête assez impressionnante ici. Alors il paraît qu'il faut jeter toutes ces cartes. Il faut toutes les jeter. Et on va toutes les flipper. Parce que j'ai appris que c'était ça qu'il fallait faire. Alors, hop. Mais j'arrive pas à le faire. Discard, voilà. Il faut discarder toutes les cartes d'après le CDG System solo. J'ai joué faux jusqu'à présent les autres parties. Bon, ça n'a pas changé la face du monde non plus. Hein. Flip card, donc discard, flip card, discard, flip card,
discard, flip card, discard. Il y a vraiment une sorte de reset. Voilà. Voilà. Et puis ici, donc, pour les césariens, on tire 6 cartes. Alors, qu'est-ce qui a commencé? On va dire d'abord pomper. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et toutes les cartes sont placées cachées. Voilà. Qu'est-ce qu'on se marre. Donc on a fini le tour pompéien. Donc on passe le tour au césarien. Fate Roll. ABC. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh, the heavy troops. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. A. 2 units left. C'est bien aussi. Inspired Center Leadership. Ouais, il n'y a plus grand chose. Hein. Mounted Charge. Je crois qu'on peut oublier. Donc, 2 units left, ça peut être bien. 2 unités à... Attendez, ouais, non, je reviens en arrière. Ça revient au même, en fond. Non, ça revient pas au même. Heavy Troops, voilà. Les lourdingues. Les lourdeaux. Alors, on va venir ici. Anthony ici. Et j'ai presque envie de faire quand même un sale coup, puisqu'on est Julien. On peut courir de 2, mais ils ne pourront pas se battre. Il faudra bien ne pas oublier qu'ils ne peuvent pas se battre. Donc ici, il est lourd, mais ça coupe la retraite à Lentulus. Donc ici, on attaque Lentulus à 5D avec effet de chef. Oh là là, 1, 2, 3, 3 pertes, puisqu'il y a le casque et 2 bleus. Donc, Lentulus tente sa survie. C'est bon, et donc refuse l'ordre de retrait et riposte à 4. Et donc, il y a quand même 2 pertes pour l'unité romaine lourde. Alors ici, on attaque Lentulus de même à 5D avec effet de chef. Voilà, je pense que ça va être la fin. Oui, 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 oui. Il n'y a pas de perte en soi, mais il y a 4 ordres occultes. Donc cette unité ne pouvant refuser que 1, obligé de perdre son dernier bloc. Alors Lentulus, lui, il teste déjà sa survie. Il survit et maintenant il doit dérouter. Ça va être très compliqué parce qu'il doit traverser une unité ennemie. Alors, il traverse celle-ci et celle-ci attaque à 5D. S'il y a un casque qui sort, Lentulus est dans les chousses. Non, il y arrive, ouais. Et donc, hop, il va même poursuivre son périple parce que il veut pas se trouver au front. Donc c'est vraiment assez spectaculaire de la part d'Antoine, qui va rester sur la gauche. Je ne sais pas quel dé a encore le... Je crois qu'il y a encore des unités à gauche qui peuvent se bouger. C'est bien que j'ai quand même du monde à gauche. Voilà, ça me permet d'utiliser une carte au cas où. Bon, voilà, un beau coup de Marc-Antoine, hein, qui donne aux Césariens un tout petit peu de souffle, parce que là, ils sont en train de perdre des plumes. Et puis bon, ils sont à une bannière de la victoire quand même. Alors, autour, Pompéien. Fate Roll. I am Spartacus. Ok. Je crois que j'ai pas d'autres dés à tirer. Voilà. Bon, ben, nouveau I am Spartacus. Décidément, il est abonné. Donc, 4 dés. Voilà. Bon, c'est un rouge et une unité de mon choix. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme rouge qui reste d'intéressant pour les Romains? Il n'y a pas grand-chose. Quoi je dis? Attends, on va pas se plaindre. Un rouge, ouais. Je veux dire, ils sont là, hein. Ouais, pas faire grand-chose, quoi. Mhm. Bon, on va ordonner celle-ci. Puis celle de mon choix. Voilà, Bienous, il va quand même profiter du coup. Hein. S'il peut aller exploser les gens ici, il va pas se gêner. Donc, la Bienous, voilà. L'autre unité lourde, ouais, elle va s'avancer ici. Comme ça, elle est entre les deux secteurs du bataille. Alors, Bienous ici va attaquer la légère de
de César, et c'est à 4D avec effet de chef. Ça va être assez terrible, je pense. Oh oui, à l'aise, elle est morte. Et donc la Bienous prend la place. On va faire la bourrée bretonne. Il prend la place, un pas en avant, un pas en arrière. Et il va se concentrer maintenant sur les Warriors de Jules. Donc 4D avec effet de chef, ça peut être aussi terrible. Ah oui, c'est décisif même, puisque les Warriors partent dans l'azur. Et juste pour le plaisir de la partie, nous allons tester la survie de César. Il survit et donc il va sortir du champ de bataille sans compter comme perte. Bien, donc nous sommes arrivés à la fin de cette bataille qui est très mouvementée, qui s'est déroulée un peu différemment des événements historiques. Sinon que on va dire que la cavalerie pompéienne a bien pu faire son travail et que César a mal pu engager, on va dire, une contre-attaque. Voilà, c'est un peu déséquilibré. Et puis sur la gauche césarienne, quand même, Antoine a fait aussi preuve d'une grande maestria sur le champ de bataille. Calvinus, lui, il est en cavale, c'est le cas de dire, au fond du champ de bataille. Si on regarde bien ce champ de bataille, il est quand même largement dominé par les Pompéiens, même si ces unités ne sont pas de la meilleure qualité. On reste quand même ici avec des Césariens de première bourre. Mais bon, là, on a une légion en pleine forme, là, certaines qui ne sont pas battues. Je pense qu'une contre-attaque de César a été compliquée. La Bienus, je crois, bien sûr, on peut toujours dire rétrospectivement, a eu raison de charger. Et vraiment là, on a une belle situation. En tout cas, j'espère que vous avez du plaisir à voir cette bataille décisive. Alors ici, elle aurait été décisive dans le sens où Pompée serait resté sur l'échiquier. Et la guerre civile aurait été complètement changée. Est-ce que César se serait relevé d'une telle défaite? Nous ne le saurons jamais. Mais bon, voilà, une belle uchronie qui nous montre que le plaisir du wargame, c'est pas juste de reconstituer une situation, mais c'est euh, de, de découvrir, découvrir des retournements différents de l'histoire. Ça montre aussi, bon, ce jeu se prête beaucoup à ça, mais ça montre aussi que rien n'est joué en bien des cas, que des situations peuvent se retourner, qu'il y a des surprises, quoi. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau moment. Moi, pour ma part, je me suis bien amusé. Entre parenthèses, j'ai dû m'y reprendre 4 ou 5 fois. La première fois où j'ai filmé cette bataille, au milieu, j'ai tout à coup, je ne sais pas ce que j'ai fait comme manœuvre, mais Labienus était empilé avec une unité de cavalerie césarienne. J'ai rien compris ce qui est arrivé. D'autres fois, j'ai commencé à manipuler les unités du mauvais camp. Et puis au lieu de... Bon, j'aurais pu continuer en défaisant très rapidement leur manœuvre, mais je voulais quand même une vidéo qui soit sympa à regarder sans qu'il y ait trop d'accidents. Maintenant, je suis très conscient, j'ai dû commettre quelques erreurs, j'espère pas trop, mais je sais quand je me revois, je discerne assez rapidement des erreurs. Alors, tant que c'est pas trop des fautes quant aux règles, ça va. Si c'est l'oubli de bouger une unité ou de la faire tirer, c'est pas trop grave. Mais bon, j'essaye de vous proposer quand même des parties sympathiques. Voilà. Alors, nous allons nous voir pour la prochaine bataille qui continue. Donc, on continue cette guerre civile. Parce qu'après Farsal, il y a la bataille de Zela. Voilà. Qui va opposer. Bon, on est dans le pont, en Anatolie, en Turquie actuelle. Donc César, qui a fait un petit tour par l'Égypte, voilà, se trouve confronté, se trouvera confronté avec des unités pontiques sous les ordres de Pharnacès. Voilà. Mais vous verrez tous les détails de cette bataille lors de mon prochain enregistrement. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne suite et au plaisir.